Alors, il est 9h35. Je vous propose de commencer, puisqu'il y a un certain nombre d'entre vous qui êtes connectés depuis un certain temps, et je vous en remercie. Je vous remercie d'être connectés aussi nombreux sur ce format webinaire, qui a l'avantage de pouvoir nous rassembler dans des conditions sanitaires optimales, sans déplacement sur notre grande région, puisque le territoire est vaste et étendu, mais qui a l'inconvénient de manquer un peu de convivialité et de liens interpersonnels, c'est évident. Mais ça nous permettra quand même d'échanger. Euh, donc je m'appelle Simon Mouline, je suis le responsable du service déchets économie circulaire dans les services de la région Occitanie. Nous serons rejoints dans quelques minutes par Agnès Langevin, donc vice-présidente en charge de la transition écologique et de l'économie circulaire et des déchets notamment. Elle est actuellement en route dans les bouchons toulousains pour arriver à Toulouse, donc normalement elle devrait être présente en visio avec nous d'ici une petite quinzaine de minutes, et je lui passerai la parole à cette occasion, à ce moment-là. Alors, je vais commencer par donc vous donner l'ordre du jour de cette réunion. Je vous remercie à nouveau d'être présents aussi nombreux. Donc, l'objectif de cette réunion, c'est de pouvoir déjà échanger avec vous et vous présenter le réseau régional du service public de gestion des déchets que la région entend mettre en place et animer au titre de sa compétence d'autorité de planification sur la prévention et la gestion des déchets. Et donc, comme cette année a eu lieu le renouvellement des élus municipaux et par suite des syndicats et des EPCI sur nos territoires, dont un certain nombre d'entre vous êtes. Nous souhaitions donc pouvoir vous représenter les orientations du plan régional de prévention et de gestion des déchets, et puis aussi et surtout lancer et constituer un réseau entre nous, entre vous, pour engager des coopérations et des collaborations sur cette question de la prévention et de la gestion des déchets, dans le but de viser l'atteinte des objectifs ambitieux qui sont fixés par le plan régional de prévention et de gestion des déchets à l'horizon 2031. Donc pourquoi 2031? C'est assez inhabituel comme date de planification. Vous le verrez, c'est en raison de la date d'élaboration et de la durée de planification qui est de 12 ans. Donc l'idée, c'est de vous présenter rapidement, parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail des objectifs de ce plan. Le but, c'est bien de commencer à lancer ce réseau et de vous montrer quels sont les accompagnements et les appuis sur lesquels vous pouvez compter. Donc c'est le deuxième point qui concerne ce réseau, et un troisième point qui concerne les leviers et dispositifs, et un appel à candidature que nous vous présenterons, et quelques éléments de conclusion et pour la suite. Alors, je les ai déjà évoqués à certains participants, donc je le répète juste pour ceux qui sont arrivés. Pour pour le bon fonctionnement de ce webinaire, je vous invite donc à couper votre micro et votre caméra lorsque vous n'intervenez pas. Alors, la caméra, c'est pas obligatoire, mais c'est aussi éventuellement pour votre confort, parce que ça peut être un peu, comment dire, bloquant ou gênant d'être filmé pendant un certain temps sans pour autant intervenir. Et puis ça peut faciliter aussi la bande passante et la connexion. Utilisez donc la conversation, le chat, pour poser vos questions ou signaler d'éventuels problèmes de connexion. Donc là, par exemple, je vois qu'il avait été écrit A35. Bonjour, nous n'avons pas le son. Est-ce normal? Alors, c'était normal puisque personne ne parlait. Donc normalement, maintenant, ça devrait fonctionner. Donc si vous avez des soucis avec le son, la présentation, etc., n'hésitez pas à les signaler dans la conversation, donc par écrit. Ça évitera que tout le monde ne mette son micro en même temps pour le signaler.
Vous pouvez également appuyer sur le petit bouton lever la main, c'est la petite main qui se situe à côté de la bulle de discussion en haut pour demander la parole. Sachant que on essaiera de vous donner la parole à des moments précis après quelques séquences de présentation. On va essayer de tenir l'horaire qu'on s'est donné, c'est-à-dire jusqu'à 11 heures maximum. De toute façon, après, en visio, c'est un peu contraignant et un peu compliqué. Et donc, la dernière règle est sur le fait de faire des propositions constructives ou des questions bienveillantes, mais ça, nous n'en doutons pas. Mais c'est sûr qu'en visioconférence, c'est plus difficile d'interpréter les émotions et les attitudes que lorsque on est physiquement les uns avec les autres. Donc, ça nécessite d'autant plus de bienveillance. Alors, sur l'utilisation de Teams, voilà, je l'ai évoqué. Donc, vous avez le bandeau avec le fait d'afficher la conversation qui se situe tout en haut. Vous avez les 3 petits points à côté qui vous permettent d'utiliser différentes options et donc de faciliter votre affichage selon l'équipement qui est le vôtre. Alors, je le disais au tout début de mon propos, donc Agnès Langine est en train de nous rejoindre, dans les bouchons à Toulouse. Donc, le déconfinement n'a pas que des avantages, en l'occurrence. Donc, je lui repasserai la parole dès qu'elle sera parmi nous, d'ici une dizaine de minutes, un quart d'heure, histoire qu'elle puisse être connectée dans de bonnes conditions. Alors, on va commencer sur le propos un peu général de cette présentation qui vise donc le service public de gestion des déchets et le plan régional de prévention et de gestion des déchets. Ça fait beaucoup d'acronymes, mais on va s'y habituer au fur et à mesure. Alors, un rappel sur des choses que vous savez bien ou alors que vous avez découvertes récemment à l'occasion de vos nouveaux mandats ou de vos nouvelles fonctions au sein des collectivités de notre territoire. Donc, les compétences sur la prévention et la gestion des déchets sont réparties entre un grand nombre d'acteurs. Donc, les collectivités dont vous êtes avaient la responsabilité de la gestion des déchets qui sont produits par les administrés, donc les déchets ménagers et assimilés. Vous avez aussi la responsabilité de l'élaboration d'un programme local de prévention des déchets ménagers assimilés, donc pour non seulement assurer la gestion, mais aussi s'engager sur des objectifs de diminution des déchets à la source. Les acteurs professionnels, donc les entreprises, agriculteurs, donc ceux qui ne sont pas dans le périmètre du service public de gestion des déchets, ont la responsabilité de gérer, traiter, éliminer eux-mêmes les déchets qu'ils produisent. Mais ils peuvent être assimilés, c'est-à-dire qu'ils peuvent être pris en charge par le service public dans certains cas. La région, donc nous, que venons-nous faire là-dedans? Donc nous exerçons depuis la loi NOTRe de 2015 la compétence obligatoire d'élaboration du fameux PRPGD, donc qui est le document d'organisation qui fixe le cap et les objectifs et certaines règles pour la gestion et la prévention des déchets. Et enfin, les services de l'État qui sont compétents sur le contrôle et les autorisations d'exploitation des opérateurs de collecte, de recyclage et de traitement des déchets, donc les réglementations au titre de la protection de l'environnement et donc les installations classées pour la protection de l'environnement. Donc, ce sont les compétences d'autorisation de fonctionnement des installations qui doivent être conformes au plan. Donc le périmètre du service public de gestion des déchets, alors là on est sur, on est sur vos territoires. Ce périmètre, il est défini par les territoires, sur la base de certaines règles nationales. Donc, ce qui rentre dans le service public, il y a une partie donc obligatoire qui est donc notamment les déchets des ménages, et la partie facultative, ça représente ce que nous évoquions, donc les déchets assimilés, qui représentent des professionnels qui peuvent prétendre à la collecte de leurs déchets par le service public.
Et tout ce qui est donc hors service public doit passer par des filières de traitement professionnel, donc de professionnel à professionnel. Donc vous savez tout ça ou vous l'avez découvert récemment, mais c'est un petit rappel histoire de repartager des notions communes. Alors sur le PRPGD, donc ça c'est peut-être quelque chose sur lequel, si vous n'aviez pas participé à la concertation de son élaboration hein, du PRPGD, vous n'avez peut-être pas ces données et ces informations-là. Donc le PRPGD, c'est un plan qui est évalué tous les ans depuis sa mise en œuvre. Son but, c'est d'établir un état des lieux et une prospective à l'horizon de 6 et 12 ans et de territorialiser à l'échelle de la région les objectifs de la loi de transition écologique pour la croissance verte, qui était adoptée en 2015 également, donc à l'été 2015, après la loi NOTRe. Le PRPGD, donc, il décline à la fois des principes généraux, des objectifs communs, mais aussi des bonnes pratiques, des exemples d'actions qui peuvent être mises en œuvre sur les territoires, ou pas que sur les territoires, aussi par les acteurs professionnels. Il recense l'ensemble des installations et propose donc un plan d'action qui est différencié selon les compétences et les rôles des différents acteurs. Et ce plan d'action se concrétise par un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire, qui va au-delà de la question des déchets, mais qui résume les différentes actions à la fois mises en œuvre par la région et que nous cherchons à coordonner par tous les acteurs, puisqu'on veut que ce soit un plan du territoire. Alors, on me dit que les visuels n'apparaissent plus. Je vais essayer de régler ça. Effectivement, je ne sais pas pourquoi mon partage s'est arrêté. Je vais le reprendre. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que le partage a repris? C'est bon. Merci beaucoup. Merci de votre réactivité. Et donc, je disais, un plan d'action en faveur de l'économie circulaire, qui est le récapitulatif des actions qui peuvent être mises en œuvre sur le territoire par l'ensemble des acteurs, donc pas seulement la région. Donc l'objectif de ce PRPGD, c'est bien de coordonner à l'échelle régionale les actions qui sont entreprises par l'ensemble des parties prenantes qui sont concernées par la prévention et par la gestion des déchets. Donc ça fixe des objectifs régionaux et le but c'est que ce soit une ambition, une feuille de route collective et partagée. Alors je vois que la question se pose régulièrement. Alors le diaporama vous sera bien évidemment communiqué, donc on vous mettra un lien de téléchargement parce que c'est un peu lourd. On vous le renverra par un message ou alors vous pourrez le retrouver sur la plateforme des acteurs de l'économie circulaire Cyclope qu'on utilise pour collaborer. C'est encore mieux. Alors, je termine cette présentation générale avant de passer la parole à Agnès Langine qui nous a rejoint. Cette introduction générale, pardon. Donc, la portée du plan régional de prévention et de gestion des déchets, elle est assez subtile en fait à comprendre. Ça fait partie des merveilles de l'organisation juridique française. Ce que doit faire un plan, donc, le plan, il doit décliner des objectifs nationaux et qui sont eux-mêmes une déclinaison des objectifs européens. Il précise des actions opérationnelles qui sont de nature à faciliter l'atteinte de ces objectifs et il peut identifier des besoins d'installation ou une situation au regard des capacités de traitement et il doit donc fixer, pour ce faire, des limites à certaines capacités réglementaires, puisqu'il y a des règles générales qui sont précisées par la loi, et le plan de prévention des déchets est venu préciser ces règles sur notamment la question du traitement ultime, c'est-à-dire de l'élimination des déchets. En revanche, ce que ne fait pas le plan n'impose pas aux collectivités des actions
donc le plan ne vous impose pas la manière d'atteindre les objectifs. D'ailleurs, les objectifs sont fixés à l'échelle régionale, et donc le but, c'est que tous les territoires contribuent à l'atteinte de ces objectifs. Il y a des territoires qui ont pris de l'avance, et donc par définition, ils ont de l'avance dans l'atteinte de ces objectifs. Donc comme ces objectifs sont fixés en ratio, en pourcentage, il est évident que leur contribution à apporter nouvelle n'est pas aussi forte que ceux qui ne se sont pas encore engagés. Mais vu qu'ils sont sur une lancée vertueuse, pourquoi pas poursuivre? Donc il n'y a pas d'imposition dans le plan d'action déterminée. Le plan ne peut pas non plus interdire une technique ou imposer un choix technique. Il ne ferme pas d'installation en cours de gestion et ne peut pas ne pas tenir compte de la prospective qui avait été faite sur les installations. Donc le plan en fait dispose pour l'avenir, donc les règles qui sont fixées et en particulier sur l'élimination, puisque c'est là qu'elles sont plus contraignantes, concernent l'avenir. En revanche, ces orientations doivent, et en tout cas les décisions des personnes publiques, doivent être compatibles avec les orientations du plan, non pas conformes, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas être exactement identiques aux objectifs du plan, mais en tout cas, donc les décisions que vous prenez en matière de prévention et de gestion des déchets doivent être dans la lignée, en compatibilité avec les orientations qui sont fixées par ce PRPGD. Très rapidement, parce que cette diapositive est assez dense, pour vous rappeler le calendrier, donc pour ceux qui ont participé, vous avez eu l'occasion d'être associés à différentes échéances de ces différentes étapes d'élaboration du PRPGD. Donc pour ceux qui rejoignent ce sujet, donc bienvenue dans cette aventure à long terme. Donc la région a pris la compétence en 2016. Elle a lancé l'élaboration d'une étude de préfiguration en fin 2016 et jusqu'au début 2017. Début 2017 a été lancée l'élaboration du PRPGD qui s'est déroulée donc du printemps 2017 jusqu'à l'été 2019. Et donc dernière étape étant l'enquête publique qui s'est déroulée au mois de juin 2019. Et donc le PRPGD qui a été adopté en novembre 2019. Donc il y a un petit peu plus d'un an. Et donc nous sommes aujourd'hui dans la partie mise en œuvre et donc dans le suivi de l'atteinte de l'avancement et de l'atteinte des objectifs de ce PRPGD. Alors, une diapositive encore plus dense que la précédente, donc je ne vais pas vous la faire lire en détail. Ce sont différents chiffres qui sont rappelés sur le PRPGD, plutôt sur la gauche. Et également donc, le rappel des différentes étapes que j'évoquais précédemment, prise de compétences, élaboration du plan et un petit détail sur la concertation, puisque c'est un plan qui a évidemment été élaboré avec des travaux très importants de concertation et d'échange, avec des groupes de travail thématiques et techniques, des contributions écrites qui ont été envoyées par les différents acteurs associés. Donc évidemment une commission consultative d'élaboration et de suivi, la même chose que ce que vous avez pour les plans les programmes locaux de prévention des déchets ménagers assimilés. Une consultation administrative donc pour laquelle les collectivités, donc toutes vos collectivités ont été sollicitées par écrit. Et une enquête publique donc, qui visait la participation du grand public, comme son nom l'indique. Et donc la mise en œuvre et le suivi, donc elle repose sur à la fois un suivi technique des indicateurs et objectifs du plan, donc qui est présenté annuellement à l'occasion de la commission de suivi. Et comme je le disais, le plan d'action en faveur de l'économie circulaire qui a 6 grandes thématiques qui donc sont affichées en tout petit, donc vous les voyez pas, mais vous pouvez retrouver tout ça dans le document du PRPGD. Et donc il y a une des colonnes, donc celle qui est en gris, qui concerne les déchets, et puis les 5 autres colonnes concernant des questions plus en amont pour l'économie circulaire. Donc il y a 4 raisons importantes d'agir sur le service public de gestion des déchets. Alors quand on dit agir sur le service public de gestion des déchets, c'est-à-dire aller en fait au-delà de la gestion des déchets, puisqu'en fait donc on appelle ça le service public de gestion des déchets, mais ça limite un peu cette question, puisque le principe même du sujet des déchets, c'est qu'on ne devrait pas se contenter d'être uniquement dans la gestion, même si c'est quand même mieux de les gérer que de les laisser traîner, et ça c'est quand même un progrès qui a été fait dans les 40 dernières années. Donc
pourquoi agir sur le SPGD, c'est-à-dire pourquoi aller plus loin sur cette question des déchets? Déjà, tout d'abord, pour diminuer un des principaux budgets de la collectivité, puisque donc la gestion des déchets représente des coûts, et donc la prévention des déchets représente à court terme des coûts pour engager des actions de prévention, mais en fait des économies ensuite, puisqu'elle fait diminuer la quantité de déchets, et donc diminue un des principaux budgets de la collectivité. Pourquoi agir également dans le but d'anticiper, de mettre en œuvre des changements profonds qui sont nécessaires pour améliorer les performances environnementales et maîtriser ses coûts. C'est-à-dire que mieux vaut agir que subir des facteurs qui sont importants comme le renchérissement de la taxe générale sur les activités polluantes ou les objectifs de la loi, des différents objectifs réglementaires qui vont venir s'appliquer dans les prochaines années, sur lesquels on reviendra. Et également tenir compte des contraintes environnementales que pose la gestion des déchets. La troisième raison, c'est que cela permet d'engager la collectivité dans l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'au-delà de la question des déchets, en fait, on remonte cette question et on s'élève sur la question de d'où viennent les déchets et donc penser autrement la manière de faire fonctionner l'économie et la consommation et la vie quotidienne des habitants sur notre territoire. Et ça rejoint le dernier point qui est de répondre à des attentes de plus en plus fortes de la population en matière à la fois d'environnement. Donc sur la question des déchets, je mentionne au passage que dans la Convention citoyenne pour l'Occitanie qui a été tenue à la rentrée de septembre-octobre et ensuite lors de la votation qui a été faite auprès des citoyens d'Occitanie, le sujet, la préoccupation de l'économie circulaire des déchets sortie en... Pardon, excusez-moi, j'ai une caméra, il y a un micro qui est allumé, si vous voulez bien couper votre micro, merci. Donc, sujet d'économie circulaire qui est remonté en deuxième position des attentes et des préoccupations des citoyens. Je reviens en arrière sur le diaporama pour donner la parole à Agnès Langevin qui nous a rejoint tout à l'heure. Je vais peut-être arrêter mon partage d'écran pour permettre d'afficher sa caméra. Agnès, si tu... Bonjour, vous m'entendez? Oui, c'est bon, merci. Oui, c'est bon. Alors bonjour à toutes et tous et désolé pour le retard. Il y avait quelques travaux sur le parcours. Je ne vais pas être dans la redite de ce qu'a dû vous présenter Simon Mouline, mais nous souhaitions effectivement avoir ce temps d'échange avec vous, avec donc les nouvelles équipes municipales, quand elles ont été renouvelées pour à la fois rappeler le cadre qui a été celui de l'élaboration du plan, donc cet exercice de planification auquel nous avons, Simon l'a rappelé, associer, concerter l'ensemble des acteurs pour bien sûr à la fois répondre aux exigences législatives, mais surtout pour qu'il y ait une pleine appropriation de ces objectifs et un accompagnement de la part de la région, mais aussi de l'ADEME ou des éco-organismes, à la maille, j'ai envie de dire, des démarches que nous avons à gravir collectivement, puisque c'est un plan ambitieux dans ses objectifs, dans un contexte, Simon vient de le rappeler aussi, de forte évolution, notamment en matière de TGAP, en matière de fiscalité et également, nous l'avons vu là dans cette séquence de crise sanitaire, une forte demande sociétale autour de la réduction des déchets, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de la sortie du plastique, etc. Donc le message que je souhaitais vous adresser, il est assez simple, c'est de vous inviter, de nous inviter à accélérer notamment en matière de prévention, en matière aussi de montée en charge de ce modèle qui est celui de l'économie circulaire, pour aussi répondre à d'autres enjeux que sont la localisation, relocalisation des activités économiques. Et on sait les tensions sur les matières premières et aussi les opportunités en matière de création d'activités, en matière donc d'emplois locaux,
avec bien sûr une plus forte retombée économique de la création de valeur et pas uniquement au regard du PIB, mais en tout cas de création de valeur sur nos territoires. Donc, les dispositifs, Simon, je ne sais pas s'ils ont été présentés, mais nous n'avons pas attendu l'adoption du plan pour dimensionner des dispositifs d'accompagnement assez larges, puisque à la fois c'était un sujet nouveau pour notre collectivité, mais aussi pour mieux vous accompagner de l'animation, l'investissement, les études de faisabilité, vous outiller aussi pour tout ce qui concerne la collecte. On a fait des appels à projets spécifiques sur le biodéchet, sur les déchets du bâtiment, qui sont aussi un enjeu extrêmement fort. Bon, bref. Donc, l'idée, c'était aujourd'hui à la fois de replanter le cadre, de vous réassurer de l'accompagnement de la région pour vous accompagner dans la mise en œuvre très opérationnelle. Je pense que là, on est après le temps de la planification, il faut qu'on soit dans le temps de l'opérationnalité et voir effectivement comment on peut accélérer tout en faisant ce lien qui est à nos yeux primordial avec donc l'économie circulaire et donc ces flux matières qui sont essentiels aussi à accroître l'autonomie et donc la résilience de nos activités économiques. Voilà, je le fais court, peut-être, je ne sais pas s'il est prévu un temps d'échange là, Simon, ou vous aviez d'autres diapos à projeter? Alors oui, bien sûr. On avait, merci Agnès, on a fait, donc là j'ai fait une introduction générale, enfin sur et présenter des éléments sur le plan. Donc ensuite on va venir au sujet du réseau du service public régional des déchets lui-même. Et ensuite effectivement aux accompagnements et dispositifs que nous pourrons présenter. Déjà sur la question du plan, et de son élaboration. Je ne sais pas si vous avez si vous avez des questions ou des interventions. On peut prendre... Donc, alors, si c'est le cas, vous pouvez soit appuyer, donc, comme je le disais, sur lever la main, soit indiquer votre question dans la conversation. J'ai mis le micro. Alors, s'il n'y a pas de questions ou de remarques à ce stade, je passe la parole donc à mon collègue Bruno Garde pour vous présenter donc le deuxième aspect de notre présentation qui rentre un petit peu dans le contenu des orientations régionales sur la prévention et la gestion des déchets. Oui, bonjour à tous. Là, pour continuer le contenu de notre intervention collective, on vous présente aussi dans le contenu du plan régional qui s'adresse à tous les acteurs, entreprises, collectivités, associations ou autres, les principales orientations en matière de prévention sur le sujet du déchet ménager et assimilé, qui est donc dans votre champ de compétences, vous les collectivités. Cette diapo représente les 9 principales orientations sur ce sujet en matière de prévention. Elle concerne aussi bien des organisations à mettre en place, que ce soit la mise en œuvre des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés, mais aussi des actions d'accompagnement des acteurs, et aussi l'intervention sur certains flux plus spécifiques qui sont vraiment là un levier pour réduire la production donc, et agir. Sur la diapo suivante sont présentées les principales orientations fortes du plan régional, où on a des objectifs qui sont très très ambitieux sur ce sujet. Et ces objectifs, pour pouvoir les atteindre, il est nécessaire peut-être de les décliner sur chacun de vos territoires
Et c'est l'agrégation un peu collectif des objectifs de chacun qui permettra d'atteindre cet objectif régional, qui est lui-même une déclinaison des objectifs nationaux de la loi. Donc voilà peut-être les leviers où agir beaucoup plus en tant que service public de gestion des déchets. Ça concerne, comme je vous l'ai dit, un peu la tarification incitative, la mise en place de moyens, programmes locaux de prévention, les moyens, et aussi agir sur certains flux qui peuvent être réemployés ou réutilisés ou réparés. Et agir aussi sur le sujet biodéchets, où là, on le verra dans les dispositifs, on a lancé des appels à projets spécifiques sur le sujet pour amplifier l'action et l'atteinte des objectifs. Le plan comporte aussi des orientations en matière de gestion. Je dirais quelque part que c'est le travail quotidien que vous menez dans vos collectivités. Des leviers pour agir, c'est peut-être un levier un peu global qui concerne à optimiser tout le service rendu à l'usager pour avoir une meilleure maîtrise des coûts et une meilleure optimisation du service. Et ça concerne un peu tous les flux que vous gérez, aussi bien en déchetterie que ceux que vous organisez en lien avec les éco-organismes et les filières REP. Le sujet par entrée matériaux, matières aussi, concerne aussi les biodéchets, parce qu'au-delà d'agir à la prévention, il y a peut-être un complément à agir pour permettre le développement des collectes sélectives de ces flux. Les acteurs de votre territoire ne sont pas à oublier, parce qu'il y a aussi un levier pertinent qui concerne tout ce qui est les déchets assimilés, et agir avec les ensembles des acteurs pour diminuer peut-être ce flux qui est géré dans le périmètre du service public et qui est géré donc par le service public. Voilà. On a parlé du plan régional, de tous les objectifs qu'il y a à atteindre. Alors, il y a des objectifs de prévention, des objectifs de valorisation, des objectifs mixtes, bien sûr, parce qu'on agit sur les deux leviers à la fois. Et on a des indicateurs de suivi pour voir comment on suit ce qui avait été prévu lors de l'élaboration du plan qui avait été concerté avec l'ensemble des acteurs. Là, pour rappel, juste le suivi qui est fait de manière annuelle, avec la liste de tous les objectifs qui concernent certaines fois les déchets ménagers assimilés, mais aussi les autres flux et les autres acteurs. Quelques diapos. Vous avez dû recevoir ce rapport de suivi où on le mettra à disposition sur la plateforme Cyclope. Vous pourrez y revenir plus spécifiquement si vous le souhaitez, si vous voulez un cadre un peu pour pouvoir décliner les actions sur vos territoires. On va vous présenter là derrière quelques objectifs un peu forts sur les déchets ménagers assimilés en exemple, mais ils en regroupent beaucoup plus. Objectifs qui ont été concertés avec l'ensemble des acteurs lors de l'élaboration du plan. Là, concernant les déchets ménagers assimilés, un objectif qui est l'objectif inscrit dans la loi TEPCV, repris aussi dans la loi AGEC pour partie, qui concerne un objectif global de prévention de la production des déchets, déchets ménagers assimilés, un objectif à atteindre à l'horizon 2025-2030 de moins 10% à l'horizon 2020 et de moins 16% à l'horizon 2031. Et vous voyez sur le diaporama comment on se situe à date de 2017, parce que on fait les choses de manière rétroactive à partir des données disponibles. Et il y a un delta de temps qui est assez long pour consolider toutes les données avec nos collègues de l'ADEME et l'Observatoire Sinoé, et surtout avec notre observatoire régional Ordeco, qui est notre cheville ouvrière pour suivre tout ce volet. Et vous voyez donc la trajectoire à suivre pour atteindre ces objectifs à l'horizon 2031, donc encore du chemin. Donc ça, c'est un objectif prévention. Sur un objectif plus global de gestion, on a un objectif à l'intérieur du plan qui concerne un objectif de collecte des déchets ménagers assimilés en vue d'une valorisation matière, d'une valorisation organique. On a un objectif à atteindre de 57% en 2031. Et aujourd'hui, à l'horizon 2017, on se situe à 42%.
et on était à 38%. Donc une augmentation de sur cet objectif, mais encore un chemin à parcourir. Voilà, c'est derrière l'objectif indirect, c'est donc de diminuer vraiment la quantité de déchets qui sont considérés comme résiduels et qui seront éliminés dans des filières d'incinération ou de stockage. Vous voyez sur cette carto régionale, c'est la performance pour chaque EPCI, ratio de collecte de déchets ménagers assimilés en kilogrammes par an par habitant. Donc c'est une cartographie qui montre vraiment de grosses disparités suivant les territoires. Alors ces disparités sont révélatrices de plusieurs faits, hein. C'est la manière dont on tient compte des déchets des assimilés dans la prise en compte dans le service public. On a pris aussi un ratio par an par habitant qui ne tient pas forcément compte de l'impact touristique qui n'est pas négligeable sur certains territoires. Et puis ça tient compte aussi des différentes politiques mises en place par tous les EPCI, que ce soit en matière de tarification, de fiscalité, mais aussi de gestion des biodéchets ou de collecte sélective des biodéchets, enfin différents paramètres. Et c'est quand même des ratios qui s'échelonnent entre eux pour le volet déchets ménagers assimilés, entre 370 kg par an par habitant et presque 1000 kg par an par habitant sur le territoire, quoi. Avec un objectif qui est quand même à atteindre à l'horizon 2031, collectif de 532 kg par an par habitant au niveau régional, dans le cadre du plan régional, quoi. Voilà, un objectif aussi fort sur la prévention, c'est d'atteindre à l'horizon 2020 un taux de couverture de 100% de la population en Occitanie qui est engagé dans un programme local de prévention des déchets ménagers assimilés. C'est quand même une obligation réglementaire, hein, l'élaboration de ces programmes locaux de prévention. Certains territoires sont engagés dedans, ont élaboré, et d'autres sont en cours d'élaboration, mais il reste encore aussi du chemin à parcourir, quoi. Voilà, on est à peu près en termes de population, à 50% de la population couverte par un programme local, que ce soit en élaboration ou vraiment adopté. Un autre objectif fort inscrit dans le plan, c'est le déploiement de la tarification incitative sur l'ensemble du territoire. Des territoires engagés, mais assez peu, si on compare par rapport au niveau national. Et un objectif qui a été très ambitieux, hein, ça a été l'objet vraiment de débats aussi lors de l'élaboration, mais l'objet d'un plan régional vraiment de montrer une trajectoire et des objectifs à atteindre à l'horizon 2020 ou 2025 de 22% et respectivement 37% de la population. C'est quand même pas la même qualité de service que quand on est en... Pardon, Allez, si vous pouviez couper vos micros, s'il vous plaît. On a un écho. Donc, je disais sur la tarification incitative, un objectif à atteindre de 37% de la population qui est couverte par des territoires qui se mettent en marche pour le déploiement de cette tarification. Voilà. Donc, le sujet aussi au cœur du service public de gestion des déchets, c'est la question des coûts. En Occitanie, le coût moyen par habitant par an pour le service public de prévention et de gestion est en moyenne de 116 € par an par habitant. C'est quand même à mettre au regard d'un coût de prévention qui est porté par les EPCI, hein, qui est chiffré par l'ADEME au niveau national à environ 2 € par an par habitant. Qui certes n'est pas très important, qui est peut-être à mettre un peu plus en exergue, mais qui est vraiment aussi un moyen pour une maîtrise de l'augmentation des coûts qui sont à venir, hein, qui ont été évoqués à la fois par Agnès Langevin et par Simon avec l'augmentation TGAP, l'augmentation des coûts du service ou autre. Et une particularité quand même en Occitanie, c'est qu'on se trouve avec des coûts moyens qui sont plus élevés par rapport à la moyenne nationale. Alors avec un territoire qui est beaucoup plus dispersé que la moyenne nationale.
et aussi peut-être des EPCI qui offrent une qualité de service qui est là pour répondre vraiment à beaucoup d'autres enjeux, quoi. Voilà. Là, d'autres informations sur ce coût. C'est une disparité aussi suivant les EPCI. Donc je l'évoquais, hein, une différence entre la moyenne en Occitanie et la moyenne nationale. Et vraiment des choses à faire pour agir, pour aussi optimiser donc, le service et maîtriser l'augmentation des coûts qui peuvent advenir. Et un des leviers aussi, c'est peut-être la maîtrise un peu plus des exutoires, l'optimisation de la qualité du service et d'autres sujets, quoi. Voilà, donc l'objet j'ai oublié de vous préciser que ces éléments venaient d'une infographie qui était faite par l'ADEME au niveau régional et qui est aussi à cette source d'information et grâce aux efforts des collectivités qui renseignent la matrice des coûts, qui est une méthode de comptabilité analytique qui permet aussi de voir une bonne connaissance des coûts et de voir aussi à quel endroit agir pour obtenir une optimisation du service. Donc le cœur de notre sujet aujourd'hui, c'est donc cette constitution de ce réseau de prévention et de gestion des déchets, un réseau qui est là pour échanger, qui est là aussi pour aider les collectivités, qui est là aussi pour engager des échanges sur l'ensemble du territoire pour agir. Ce qu'on a pu constater, c'est donc qu'il y a une grande disparité dans les territoires. Un de nos objectifs quand même dans ce réseau à construire, c'est d'engager tous les territoires pour la mise en œuvre et l'adoption de programmes locaux, de favoriser leur agrégation pour atteindre les objectifs au niveau régional. Et ces réseaux se veulent quand même complémentaires de tous les réseaux existants qui sont des réseaux de territoires engagés. On pense notamment au territoire ZG, ZD, zéro gaspille, zéro déchet de l'ADEME. On pense aux territoires aussi, territoires économes en ressources qui sont aussi animés et coordonnés par l'ADEME. On a d'autres réseaux qui existent, qui sont les réseaux territoires de tarification incitatif, où il y a des échanges entre ces collectivités et qui peuvent aussi permettre d'aller plus loin. Mais là, notre souci était vraiment de trouver un temps pour pouvoir informer, sensibiliser, mobiliser tous les nouveaux élus et tous les nouveaux territoires. Il est là aussi, ce réseau, pour diffuser des bonnes pratiques, informer, pour créer du lien aussi, et puis donner peut-être des outils, de la méthode pour aller plus loin, et peut-être mutualiser des moyens, et aussi proposer des accompagnements, quoi. Voilà, attendez, j'ai un problème. Hop. Il y a un souci là, je crois. Vous m'entendez toujours? Oui, on t'entend, Bruno. Oui, toujours. Excusez-moi. On a voulu aussi, pour l'élaboration de ce réseau, vous présenter, ou vous lister plutôt toutes les ressources partenaires qui peuvent exister, parce qu'il y a plein de choses et d'outils. Alors, on ne sait pas toujours si les territoires en ont connaissance, s'ils les utilisent, mais on vous présente ici quelques grandes ressources partenaires, que ce soit par des associations de collectivités, Rudologia ou Amorce, qui élaborent des supports de sensibilisation, que ce soit des guides à l'attention des élus ou des formations MOOC en distanciel ou aussi combinées avec du présentiel. Vous avez aussi toutes les ressources ADEME, le guide et les accompagnements pour élaborer les programmes locaux de prévention, et aussi des cycles de formation, sensibilisation pour que les nouveaux élus, les territoires prennent conscience de tous les grands enjeux du service public de gestion des déchets, et aussi tous les outils d'accompagnement pour mieux comprendre les coûts sur les territoires
et pour pouvoir aussi déployer cette connaissance des coûts avec l'accompagnement par le développement de la matrice compte à coût. Au-delà de bien sûr tout le réseau, toute la source d'informations via Optiged ou autre qui liste toutes les bonnes actions qui peuvent être inspirantes pour dupliquer sur leur territoire. Vous avez aussi des outils d'accompagnement, la diapo précédente, pardon Simon, des outils d'accompagnement notamment élaborés par l'Ordéco, qui permet pour chaque collectivité de se situer par rapport aux autres collectivités sur ces quantités, sur ces ratios de production de flux de déchets. Donc c'est les fameuses fiches spécifiques collectivités adaptées pour chacune d'elles que l'Ordéco a dû vous informer et qui sont là aussi pour voir comment chacun se situe par rapport à ses voisins, en tenant compte, bien sûr, comme je vous l'ai dit, des disparités territoriales et des disparités de services rendus. Et j'en ai parlé, là, c'est tout le dispositif d'accompagnement pour mieux connaître les coûts en Occitanie par l'ADEME. Vous avez aussi tous les réseaux existants, c'est tous les réseaux de sensibilisation qui sont animés par Citeo, notamment dans le sujet du moment qui est le déploiement de l'extension des consignes de tri. Et vous avez aussi d'autres réseaux qui sont constitués, donc j'en ai parlé sur les réseaux des territoires engagés de l'ADEME, mais aussi toutes les communautés qui existent ou qui sont en formation et qu'on peut constituer à travers la plateforme Cyclope, la plateforme de l'économie circulaire en région. Donc la communauté biodéchets, animée par Carole Bernard, qui a effectué des webinaires. On envisageait beaucoup de rencontres techniques pour pouvoir échanger sur le sujet des déchets verts ou autres. Vous avez le réseau BTP, qui est animé par Karine Freux, le réseau d'écologie industrielle et territoriale, animé par Benoît Thierry et aussi le DECOSET, Trifil et l'ADEME, et un groupe achat durable qui est en cours de constitution, et donc le futur réseau de services de prévention et de gestion des déchets. Et à côté de ça, un réseau thématique aussi sur le compostage de proximité, qui regroupe aussi bien les associations, des prestataires, et qui est là pour intervenir, pour appuyer en formation, sensibilisation, échange d'expériences sur le sujet du compostage partagé en région. Donc, beaucoup de choses qui sont là pour vous accompagner, beaucoup de choses qui existent, on a pu l'observer au cours de nos accompagnements que l'on peut effectuer auprès des collectivités. On avait eu beaucoup d'échanges entre nous pour élaborer le plan, mais ces échanges ont pu continuer. Il y a beaucoup d'échanges qui existent entre collectivités voisines ou de même typologie ou par affinité des techniciens ou des élus. Beaucoup d'échanges qui ont lieu par l'intermédiaire des EPCI traitement auprès de leurs adhérents. Beaucoup des réunions avec des échanges trimestriels, je pense notamment aussi d'hommes sur son territoire, des réunions trimestrielles. Certains EPCI traitement ont aussi mis en place spécifiquement des missions d'appui auprès de leurs adhérents, avec un budget dédié et une intervenante dédiée. Beaucoup de réunions qui ont été mises en place thématiques sur certains sujets en lien avec aussi l'ADEME ou Citeo sur certains territoires. Certaines fois des animations spécifiques sur le sujet de la prévention en lien avec des conseils départementaux. Certains territoires aussi sont allés beaucoup plus loin en mettant en place des assistances à maîtrise d'ouvrage pour le déploiement ou la mise en place de l'ATI ou pour l'élaboration des programmes locaux. Des initiatives donc mutualisées pour certaines études spécifiques qui permettent de faire de l'économie d'échelle, et certains aussi collectivités traitement qui ont été en maîtrise d'ouvrage pour la mise en place d'infrastructures pour le réemploi, quoi. Donc beaucoup de choses qui existent. Et pour ce réseau, on a quand même voulu tenir compte de cet existant et pas interférer du tout avec ce qui se mettait en place, et être vraiment complémentaire et agir de manière un peu à la carte, quoi.
Voilà, donc pour mieux agir à la carte, on souhaitait mettre en place à votre attention un questionnaire pour bien faire remonter vos besoins. C'est avoir connaissance du niveau d'information ou du niveau de connaissance que vous avez de différents réseaux ou outils pour monter en compétence sur votre travail quotidien. On voulait connaître un peu mieux votre niveau de partage d'expérience et aussi vous questionner sur votre souhait et besoin d'échange, sous quelle thématique, sur quel thème, sur avoir connaissance aussi, voir s'il y a des interactions que vous vouliez avec d'autres acteurs, le monde associatif ou le monde des entreprises, et voir sous quelle forme on pouvait intervenir. Est-ce que c'est plus de l'information distancielle? Est-ce que c'est des réunions un peu spécifiques en local à un moment donné? De quelle manière? Avec certains types, vous les rencontrez avec des EPCI qui sont plus proches de votre typologie. Et on va donc vous questionner pour mieux faire remonter ces besoins. Et c'est donc l'analyse de ces besoins qui nous permettra de programmer, de faire un programme donc à la carte. Et nous, de faire intervenir différents experts ou différentes ressources ou de monter certaines actions spécifiques pour bien caler à ces besoins que vous nous ferez remonter. Donc ce questionnaire partira dans la foulée de ce webinaire avec tous les supports d'information qui ont été présentés. Bruno, peut-être Oui. à ce stade, est-ce qu'il y a des réactions, des remarques par rapport à l'initiative que nous souhaitons prendre, hein? Bruno l'a bien rappelé, il ne s'agit pas de créer quelque chose de parallèle, hein, mais de vraiment avoir une plus-value par rapport à ce qui existe déjà. Alors, sans rentrer dans le détail, hein, des réponses de l'évaluation des besoins qui remonteront par rapport, enfin, dans le cadre du questionnaire, est-ce que vous avez des... Alors Agnès, Monsieur Laurent Séné a levé la main. Donc Monsieur Séné, si vous voulez bien mettre votre caméra et votre micro, je vais prendre la parole. Avec plaisir. Vous me voyez? Oui. J'ai mis la caméra et le micro, bonjour. Par rapport au questionnaire, j'aurais voulu savoir... Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Monsieur Séné-Laurent, donc maire de Saint-Jean-de-Buège et vice-président en charge de l'environnement et de l'agriculture à la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Également premier vice-président au SMEP, donc, qui est un syndicat de traitement des déchets. Et donc, par rapport à ce questionnaire, en effet, qui peut être très intéressant, comme vous l'avez dit, il y aura 2 niveaux de lecture, sans doute au niveau des traitements et au niveau de la collecte, et puis la réduction, c'est-à-dire l'action que l'on peut faire sur les territoires pour réussir à produire moins de déchets. Et j'aurais voulu savoir, ce questionnaire, il sera sans doute adressé aux collectivités, donc aux intercommunalités. Et est-ce qu'il sera aussi adressé aux syndicats de traitement? Parce que ça peut être intéressant. Nous, on va essayer de voir, pour ce qui va être de la gestion des biodéchets, de pouvoir faire une étude commune aux 6 intercommunalités qui composent le SMEP, afin de déjà faire un état des lieux, voir les différentes façons d'empêcher le biodéchet d'arriver dans les OMR, et donc après peut-être de le traiter individuellement, collectivement, enfin voilà. Donc ce questionnaire, à qui sera-t-il adressé? Je le recoupe. Bruno, ton micro n'est pas rallumé. Il sera adressé à tous les EPCI. La cible, c'est la cible élue et à la fois technicien. En sachant que pour les syndicats traitement, c'est souvent les élus locaux des EPCI qui sont membres des EPCI traitement, mais il peut y avoir bien sûr une articulation entre tous les 2 niveaux pour pouvoir répondre à ce questionnaire
pour une meilleure cohérence, hein, il n'y a pas de velléité d'adresser à l'un ou à l'un des deux types de collectivités, quoi. Et sur la création du réseau en lui-même, est-ce que ça vous paraît quelque chose en plus, une contrainte, une lourdeur, hein? Comment vous avez accueilli l'initiative? Niveau de priorité que la région met sur l'arrêt de l'enfouissement des déchets en comparaison avec les attractions de gestion des déchets. Ouais. Donc, excusez-moi, il y a un micro qui est allumé. Je ne sais pas si c'était un souhait de prise de parole, là. Il y avait une question par écrit qui était posée sur le niveau de priorité de la région qu'on met sur l'arrêt de l'enfouissement des déchets en comparaison avec les autres actions de gestion des déchets. Donc on peut dire que c'est une priorité forte, hein, compte tenu des objectifs réglementaires qui sont repris dans le plan. Donc avec une contrainte très importante, réduction très importante sur les capacités autorisées pour l'enfouissement des déchets. Alors c'est à horizon 2020 et 2025. Donc la région Occitanie est déjà en fait en surcapacité au regard des objectifs du plan. Donc, comme je le disais en introduction, le PRPGD n'interdit pas, ne revient pas sur les autorisations qui ont été délivrées, mais donc dispose pour l'avenir. Donc les objectifs doivent s'appliquer donc à toutes les extensions, prolongations et créations d'installations de stockage, et donc qui doivent amener dans le futur à une réduction très importante des réductions des capacités d'enfouissement pour pouvoir être dans la trajectoire des objectifs, ce qui nécessite donc de détourner ces déchets de l'enfouissement par à la fois les autres modes de pré-traitement, de valorisation, mais aussi et surtout beaucoup par la prévention et toutes les actions liées aussi au réemploi, réparation, prévention, qui peuvent les réduire à tous les niveaux de la chaîne. Merci Simon, je me permets de prendre la parole. Je suis Antoine Rousseau, je suis celui qui a posé la question et je vais un tout petit peu plus loin dans la question. Vous dites détourner de l'enfouissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire traiter ces déchets localement ou bien les détourner éventuellement sur d'autres sites? Alors, ça veut dire tout dépend de la situation. En gros, est-ce qu'on fait appel à la solidarité régionale pour que ces déchets-là soient traités ailleurs, ou est-ce qu'on fait en sorte qu'ils le soient sur les territoires là où ils sont produits? C'est ça le dessous de la question. Merci, je coupe mon micro. Alors en fait, on encourage c'est à étudier au cas par cas. Donc il y a un équilibre à trouver entre le principe de proximité et les coopérations. Qui sont donc le plan on encourage effectivement la coopération entre les territoires, donc pour la gestion des déchets ultimes. Après, cette coopération entre territoires, elle doit être effectivement raisonnée au regard du principe de proximité, donc c'est-à-dire d'essayer de trouver des solutions, même si elles sont sur des coopérations qui sont en proximité dans la majorité des cas. Mais compte tenu des objectifs et des objectifs de réduction de l'enfouissement, et c'est pour ça qu'on insistait sur les questions notamment de prévention et de valorisation, on n'est plus dans une époque où on peut faire proliférer différentes installations de stockage de déchets en proximité, parce que à la fois les contraintes environnementales sont fortes, les questions d'acceptabilité sont de plus en
plus complexe. Et donc, il faut trouver et mettre en œuvre les actions qu'on a pu évoquer pour réduire et détourner les déchets à tous les niveaux. Et comme je le disais, en fait, il ne s'agit pas que d'une question de gestion, parce qu'en fait, si on prend la question uniquement du point de vue de la gestion, c'est-à-dire qu'on considère la quantité de déchets comme un impondérable, effectivement, la question qui se posera ne sera que de là où on va les enfouir, là où on va les traiter. Mais les chiffres et les résultats des collectivités, quand elles s'engagent sur des actions de prévention, de réduction à la source, de valorisation, montrent que ce n'est pas un impondérable, bien sûr qu'il reste des ultimes, mais on peut réduire de façon importante les déchets. Donc les coopérations sont encouragées, mais compte tenu de l'état des installations et des capacités dont nous disposons en Occitanie, en fait on va tâcher de maintenir des solutions dans une proximité raisonnable, mais donc l'air ne sera pas à la multiplication des solutions, en tout cas pas d'élimination. Ce sont des solutions qui devront être sur du pré-traitement et du détournement qui devront être trouvées en priorité, et sur la prévention en particulier. Je profite d'avoir la parole pour reprendre le fil. Donc le questionnaire qu'on vous enverra permettra aussi de préciser et cerner les besoins et les attentes par rapport à ce que peut faire notre réseau. Hein. Donc un réseau, c'est pas que l'animation de la région, c'est aussi ce que les participants du réseau en font. Et comme le rappelait Agnès Langine et suite à l'intervention de Bruno Garde, on est vraiment dans une logique de partage et de coopération. Et donc dans ce réseau, il y a à la fois donc les principaux bénéficiaires et les principaux concernés, c'est bien sûr vous, les collectivités, donc élus et techniciens des collectivités, mais nous associons aussi, donc comme le disait Bruno, nos partenaires institutionnels de l'ADEME, des services de l'État, et puis des réseaux associatifs et techniques qui peuvent apporter du savoir et de l'accompagnement là-dessus, dans le but de mettre à votre disposition différentes, donc un agenda, un calendrier, des ressources, et puis des dispositifs d'accompagnement. C'est ce sur quoi nous allons embrayer maintenant. Alors, cette infographie, elle a été faite par l'ADEME régionale, la direction régionale de l'ADEME, à l'occasion du forum économie circulaire qui s'est tenu il y a 3 semaines maintenant. Donc, je les remercie pour cette présentation et cette infographie que je trouve très, très visuelle. Alors, donc, c'était comment s'engager dans l'économie circulaire. Alors, ça peut concerner aussi la réduction et la prévention des déchets, hein, puisque c'est un peu la première brique, le premier pas, avec 4 grandes étapes. Donc s'inspirer, c'est ce qu'on cherche à faire en échangeant des expériences, en discutant ensemble. Après, on peut se lancer donc en réalisant les études, en concevant des plans d'action pour voir la faisabilité et la trajectoire qu'on peut emprunter, puis mettre en œuvre par la réalisation d'actions, l'animation de son territoire et la communication sur ce qu'on a fait pour en décupler l'effet, et enfin s'inscrire dans une démarche régionale qui en fait c'est une flèche, mais en fait boucle la boucle, puisque quand on s'inscrit dans une démarche régionale, on participe aux travaux avec donc au niveau régional, mais aussi avec potentiellement ses voisins, avec son territoire, et on partage son expérience, ce qui permet à d'autres de s'inspirer. C'est pour ça que je disais qu'on peut boucler la boucle. Donc pour se lancer, il y a différents accompagnements qui sont possibles. Donc, alors on avait pareil rassemblé ces accompagnements lors de l'atelier qui présentait les aides aux collectivités lors du forum économie circulaire. Donc avec Citeo et avec l'ADEME, donc pour la possibilité de réaliser des études, donc de la part de Citeo, sur la question de la reconversion des centres de tri et sur l'amélioration de la collecte, réduction de fréquence, collecte de proximité, simplification du geste de tri. Et donc avec l'ADEME, nous accompagnons, et donc quand je dis accompagner, ça veut dire à la fois un suivi, échange technique, mais aussi en subvention. Donc les études d'optimisation du service public de gestion des déchets, les études de caractérisation, les schémas directeurs sur les biodéchets, les études de faisabilité sur la tarification incitative, les diagnostics et les accompagnements sur les démarches d'écologie industrielle et territoriale, et ou sur ce qu'on appelle 3 R, donc le réemploi, la réutilisation et la réparation, et des études, des démarches sur les projets d'alimentation durable.
sur la mise en œuvre des actions. Pour l'éco-organisme cité, et donc sur la 4e phase des appels à projets qui visent l'extension des consignes de tri et la modernisation des centres de tri, par ailleurs des appels à manifestation d'intérêt qui permettent de concerner des projets un peu plus expérimentaux, notamment sur la consigne pour emploi du verre ou sur le déploiement de dispositifs innovants de collecte. Et donc avec l'ADEME, nous accompagnons de même façon en subvention, et je mentionne au passage aussi des fonds de l'État, notamment pour les territoires ruraux, FNADT et la DSIL, qui sont mentionnés dans le futur contrat de plan État-région qui sera prochainement approuvé. Et donc, avec l'ADEME, sur différentes actions qu'on a évoquées qui contribuent fortement à réduire les déchets, la gestion de proximité sur les biodéchets et leur collecte séparée, les équipements qui permettent leur compostage, des investissements sur la tarification incitative, d'accompagnement sur la modernisation, l'évolution des centres de tri, des équipements de réemploi, de réparation, des équipements sur le BTP et des investissements qui sont liés avec l'écologie industrielle et territoriale. Et on ne précise pas ici les projets de pré-traitement liés à la modernisation des centres de tri. Alors, pareil, on doit à l'ADEME régionale ce visuel. Donc, je ne vais pas vous détailler là, donc vous pourrez retrouver le PowerPoint. Mais l'idée, c'est de lister les étapes clés d'un projet, qui sont vraiment du bon sens, mais qui aident à mettre bien en lumière les différentes étapes qui vous concernent et les différentes étapes sur lesquelles qui nous concernent. Donc là, c'est pour l'ADEME et la région, les financeurs et puis Citeo sur certains types d'actions. Ce qu'on apporte à ces différentes étapes en dessous. Donc voilà sur ces. Alors ça c'est sur ces dispositifs au fil de l'eau. Donc tout ce qu'on a évoqué, ce sont les orientations et tout ce que j'ai évoqué, ce sont les orientations un peu plus précises et les exemples des projets sur lesquels on peut vous accompagner. Et je vais passer la parole à ma collègue Carole Bernard pour vous présenter un appel à candidature plus spécifique qui interviendra sur un champ un petit peu différent de ce qu'on a accompagné jusqu'à présent. Ok, bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'on peut passer à la diapo suivante, peut-être déjà. Donc en fait, comme on vient de le voir, c'est vrai que la région n'a pas attendu l'adoption du plan pour mettre en place des dispositifs d'accompagnement auprès des territoires. Notamment, depuis juillet 2018, il y a 53 EPCI à compétences collecte qui ont bénéficié d'une aide de la région, que ce soit pour réaliser des études de faisabilité ou des études d'aide à la décision, et également réaliser des investissements matériels sur la gestion des déchets sur le territoire. Ça représente néanmoins que 30% des collectivités à compétences traitement, enfin collecte, traitement ou collecte et traitement qui ont bénéficié de cet accompagnement-là. En parallèle, il y a des territoires pionniers, qui ont déjà engagé des actions de prévention et de gestion des déchets, notamment grâce à des aides de l'ADEME dans le cadre des appels à projets territoire zéro déchet, zéro gaspillage ou territoire économe en ressources, et également sur les appels à projets sur la tarification incitative. Comme l'ont dit mes collègues et Agnès Langevin, c'est vrai que le contexte dans lequel s'inscrit le service public de gestion des déchets en pleine évolution. Donc, il y a notamment une forte augmentation des coûts de traitement liés notamment à l'augmentation de la TGAP, mais également une forte hausse de la fiscalité sur les métages depuis une dizaine d'années, également une évolution de la demande sociétale où les gens sont de plus en plus soucieux des problématiques environnementales. Donc, il y a tout intérêt à agir aujourd'hui, dès maintenant, pour la réduction des déchets, l'amélioration de la valorisation et l'optimisation du service public de gestion des déchets. Donc, au niveau de la région, on souhaite lancer un appel à candidature afin d'encourager les territoires qui ne se seraient pas encore investis ou peu investis sur ce sujet de la prévention et de la gestion des déchets pour qu'ils puissent s'inscrire dans une démarche de progrès. L'objectif étant pour ces territoires de réduire la production des déchets, notamment via l'élaboration
des programmes locaux de prévention des déchets ménagers, qui est vraiment une feuille de route sur la prévention et la réduction des déchets, mais également d'engager une réflexion sur l'optimisation du service public de prévention et de gestion des déchets, en ayant aussi une réflexion prospective, notamment en lien avec l'évolution des coûts du traitement, et également, bien sûr, d'engager en parallèle des actions opérationnelles de prévention et de gestion des déchets contribuant à l'atteinte des objectifs du plan régional. Donc cet appel à candidature s'adresse aux collectivités à compétences collecte ou collecte et traitement qui n'ont pas bénéficié des aides de l'ADEME dans le cadre des appels à projets, donc ZDZG, TER ou tarification incitative, et hors des territoires des communautés agglomérations, communautés urbaines ou métropoles. L'objectif étant d'accompagner 12 nouveaux territoires en 2021. Au niveau de l'accompagnement proposé par la région, donc on souhaite en tout cas soutenir une aide à la création d'un poste de chargé de mission prévention et gestion des déchets, donc au sein de ces EPCI qui seront candidats sur 12 mois. Qui sera reconductible un an, pardon, donc soit un accompagnement maximum sur 2 ans. Cet accompagnement à la création d'un poste pourra être complété par un soutien à des prestations complémentaires d'études et d'accompagnement nécessaires à la mise en œuvre des objectifs de progrès que l'EPCI se sera fixé, et également un soutien à l'achat d'investissements matériels en lien avec du reporting du service de collecte et gestion des déchets. En contrepartie, donc, le PCI devra s'engager obligatoirement à élaborer et adopter son plan de prévention local des déchets ménagers assimilés, à former bien sûr le chargé de mission qui sera recruté, également à mettre en place un suivi des coûts du service, notamment en complétant la matrice des coûts ADEME, et également en élaborant chaque année un rapport annuel du suivi du coût et de la qualité du service rendu sur le territoire. Ces 4 engagements obligatoires devront être complétés par 3 engagements complémentaires. Donc, on a listé une dizaine d'engagements complémentaires, notamment des engagements concernant l'optimisation du service public de gestion des déchets, en réalisant une étude permettant de définir la stratégie pour améliorer ce service, et notamment au niveau de la maîtrise des coûts. Également, un enjeu sur la stratégie de déploiement du tri à la source des biodéchets. Un volet sur le suivi des indicateurs prévention et gestion des déchets, et ensuite des actions opérationnelles d'optimisation de la collecte, sur le tri à la source, sur la sensibilisation des usagers, sur le réemploi, la réutilisation, la réparation. Donc les collectivités, les EPCI qui seront candidats et lauréats, bien sûr la région s'engage à leur apporter un appui technique et à leur faire profiter des retours d'expérience des autres territoires déjà engagés, et bien sûr à mobiliser également tous les systèmes d'aide complémentaires, notamment les aides aux investissements qui sont disponibles au niveau des dispositifs qu'on vous a présentés précédemment. Au niveau du calendrier de cet appel à candidature, donc le dépôt est prévu en 2 temps, donc avec un lancement de l'appel à candidature en février 2021, avec un premier dépôt de candidature, une manifestation d'intérêt au 14 mai, pour un dépôt du dossier final le 15 septembre 2021, et entre-temps des échanges avec les services de la région pour monter ce dossier et identifier sur les territoires quels sont les engagements de progrès que vous vous fixez. Pour ensuite un accompagnement donc pour le financement de postes et d'études complémentaires d'ici la fin de l'année 2021. Donc voilà pour cet appel à candidature. Donc on espère que vous serez nombreux à y répondre, pour pouvoir amplifier, engager de nouvelles actions sur vos territoires. Merci beaucoup, Carole. Ce qui vous a été présenté, c'est bien sûr les grandes lignes
de ce cahier des charges. Et donc son objectif, c'est vraiment d'avoir comment dire, d'être dans une démarche de progrès et qu'il n'y ait pas comment dire, un couperet d'entrée lié à un déficit d'ingénierie, puisque le but, c'est bien de vous accompagner. C'est bien de pouvoir accompagner 12 nouveaux territoires qui, jusqu'à présent, n'ont pas pu engager de démarche de progrès, c'est-à-dire d'avancer sur le service public de gestion des déchets au-delà de la gestion, ce qui est déjà très bien et c'est déjà nécessaire, c'est déjà un service public rendu de grande importance. Donc le but, c'est vraiment que ce dossier de candidature, donc comme ça a été évoqué par Carole, la phase de dépôt des candidatures au 14 mai repose sur un formulaire qui est un peu une manifestation d'intérêt. Et ensuite, vous avez une période qui permet de voir avec vous comment on peut être précisé cette candidature dans ses modalités, puisque le but, c'est vraiment de pouvoir accompagner des territoires qui, jusqu'à présent, n'ont pas eu les moyens de développer une ambition et donc pour mettre le pied à l'étrier. Donc vraiment, le but, c'est d'éviter le couperet à l'entrée classique de l'appel à projet, entre guillemets, le risque de l'appel à projet qui serait que seuls ceux qui ont, entre guillemets, les moyens d'ingénierie suffisants peuvent élaborer une réponse très détaillée, très développée et très technique à un appel à projet, et donc seuls ceux-là peuvent être retenus par la suite. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'assez différent par rapport aux autres appels à projets classiques qui peuvent être lancés. Et sachant que, bon, comme on l'a évoqué précédemment dans les aides, nos dispositifs nos accompagnements sont au fil de l'eau, donc on peut prendre le temps de discuter avec vous au-delà de cet appel à candidature pour faire maturer, faire avancer des projets jusqu'au moment de financer une étude de faisabilité ou des investissements. Voilà, je termine peut-être notre propos avec encore une diapositive empruntée à l'ADEME, qui a produit beaucoup de contenu, hein, comme on l'a évoqué, sur la question de la gestion sur la question du SPGD. Donc, s'engager dans l'optimisation du service public de gestion des déchets, ça reprend ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est une manière de répondre à la maîtrise des dépenses de gestion. C'est un moyen de s'engager vers un meilleur service public. Ce sont des gains environnementaux réels et ce sont différents outils sur lesquels d'autres collectivités se sont déjà engagées, sur lesquels il y a des retours d'expérience et des accompagnements. Et donc, c'est une trajectoire qui est assez balisée à emprunter et qui a des bénéfices réels. Donc, il nous reste une dizaine de minutes qui peuvent être consacrées à vos réactions, questions, interventions. Je vais juste en terminer sur les éléments de la suite. Donc, comme il a été indiqué, le but, c'est de constituer donc, une communauté. Donc, un espace en ligne sera créé sur la plateforme Cyclope. Donc, on mettra en place un annuaire des personnes, entre guillemets, ressources que vous pouvez contacter sur les accompagnements et un agenda des différentes formations techniques qui auront lieu, auxquelles vous pouvez assister. On analysera les retours aux questionnaires qu'on vous enverra pour construire en détail des programmes d'intervention technique, de rencontres, qu'on essaiera de territorialiser, hein, puisque voilà, on a une répartition aussi territoriale au niveau des chargés de mission de la région, mais aussi c'est pareil pour les collègues de l'ADEME. Donc, lancement de l'appel à candidature qu'on a évoqué, et un programme de webinaire qui dépendra, enfin de webinaire ou de réunions présentielles, on espère, selon les besoins qui ont été identifiés. Donc, comme je le disais, nous sommes donc une équipe au niveau de la région qui est territorialisée, excusez-moi, qui est territorialisée et qui donc peut répondre aux questions et nous accompagner.
Alors, comme précédemment, s'il y a des questions et interventions, alors je vois qu'il y avait une question donc à laquelle a répondu Bruno dans le chat. Donc, sur le cahier des charges, sera-t-il transmis à tout le territoire ou faudra-t-il éventuellement, ou les éventuels intéressés devront se manifester au moment où le cahier des charges sera validé? Donc, évidemment, on le diffusera largement. Hein. Donc, normalement, on a constitué une base de diffusion pour vous inviter à ce webinaire qui est, on espère, à peu près à jour, un peu complète sur des responsables, des référents techniques au sein des collectivités et puis les élus référents. Donc normalement, on utilisera le même canal pour diffuser cet appel à candidature. Sachant que comme vous l'avez vu, donc il y a quand même certaines conditions à l'entrée qui sont des conditions inverses, c'est-à-dire que c'est un appel à candidature qui vise des territoires qui jusqu'à présent n'ont pas été accompagnés, comme le disait Carole, par l'ADEME, et ce sont des territoires hors métropole et hors agglomération. Donc c'est plutôt un appel à candidature qui vise des territoires périurbains ou ruraux. Alors, une autre question. Est-il envisageable d'avoir des candidatures jointes entre plusieurs EPCI d'un même syndicat de traitement? Oui, tout à fait. C'est prévu, c'est prévu dans le cahier des charges. Donc, il est évidemment possible de mutualiser cette réponse et cette opération, puisqu'il se peut qu'effectivement le poste soit pertinent à une échelle un petit peu plus importante qu'un seul EPCI. Ce qu'on souhaite, comment dire, la seule attention qu'il faut avoir, c'est qu'on souhaite que ce soit vraiment les EPCI de collecte ou collecte et traitement qui soient, même s'ils sont mutualisés, qui soient et même s'ils associent éventuellement le syndicat de traitement à cette démarche, mais on souhaite que l'initiative et l'engagement soient vraiment au niveau des EPCI de collecte et de traitement, puisque c'est quelque chose qui concerne un engagement sur une démarche de prévention. Et peut-être une précision, puisque vous avez vu que la condition et la question du programme local de prévention des DMA est importante. Dans certains cas, donc l'élaboration du PLP-DMA a été déléguée à un syndicat de traitement. Donc dans ce cas-là, il s'agira de dire de quelle manière le PCI s'inscrit par ses actions dans ce PLP-DMA du territoire et comment il y contribue. Donc l'idée étant bien sûr de dire que c'est pas parce qu'une démarche de planification comme le PLP-DMA a été mutualisée que la responsabilité de sa mise en œuvre est elle aussi complètement transférée, bien évidemment, puisque c'est un programme local de prévention. Donc la mutualisation, elle a beaucoup d'intérêts et de vertus, mais comme disaient des juristes éminents, déléguer, ce n'est pas se délester. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, interventions ou questions? Alors, je vois des mains levées. Alors, je ne sais pas dans quel ordre elles étaient. Monsieur Trémolière, je vous invite à mettre votre micro et votre caméra. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Oui, je reviens sur une question qui avait été posée par la maire de Mans, Madame Verdier, parce que je fais partie de la même structure qu'elle, le SMECTOM du Plantorel, et on a une question sur les limites un peu du SPGD pour les gros producteurs professionnels que nous collectons, car on a une absence dans notre zone de collecteurs privés pour eux, et donc la question est comment faire pour leur répondre. Sachant que les volumes et les tonnages sont importants. Oui, alors on pourra en discuter au cas spécifiquement avec vous en fonction du volume et des réglementations. Effectivement, la définition du périmètre, c'est une question qui est importante et qui doit. Donc, il y a des réglementations. Enfin, il y a une part, comme on le disait, une part qui est obligatoire et une part qui est à votre appréciation. Donc, il faut regarder pour ce qui vous concerne. Est-ce que ça relève d'une évolution
évolution en fonction des tonnages? Est-ce que c'est quelque chose qui doit obligatoirement sortir du SPGD ou est-ce que c'est quelque chose qui est à l'appréciation de la collectivité? Bruno, je vois que tu as mis ta caméra, je ne sais pas si tu voulais faire un peu. C'est un thème, cette question des assimilés et de la prise en charge des gros professionnels. C'est peut-être un thème à travailler collectivement, voir ce qui se fait ailleurs, et puis en fonction de la spécificité de chacun, un échange et voir comment la réflexion qu'il faut engager pour optimiser. La solution est peut-être d'offrir le service, mais en mettant en place une redevance spéciale qui permet d'équilibrer le service. Ou alors, c'est peut-être fermer, entre guillemets, la porte aux assimilés pour qu'il y ait une offre privée qui se mette en place ou pas. Enfin, je dis n'importe quoi là, mais c'est peut-être l'objet d'un atelier commun pour les collectivités qui sont intéressées par ce sujet, qui ont les mêmes problèmes que vous, pour partager les expériences et voir comment avancer avec le réseau. Je vois un thème à faire remonter et à inscrire dans notre programme dans le temps, quoi. Du coup, n'hésitez pas à faire remonter ce besoin à l'occasion du questionnaire. Et effectivement, si vous êtes plusieurs, ce dont je ne doute pas être concernés par cette problématique, on organisera ça avec vous en conséquence. D'accord. Merci. Je vous en prie. On avait une question, enfin une main levée également de Monsieur Noyer également. Oui, tout à fait. Bonjour, donc Monsieur Noyer, je suis le directeur général technique de la communauté de communes Grand Pic Saint-Loup. Donc du coup, j'interviens sous la validation donc, de mon vice-président qui est aussi fait partie de ce webinaire. Superbe photo de fond d'écran, fort à propos. Voilà, donc c'est le Pic Saint-Loup. Donc au nord de Montpellier, pour ceux qui ne le connaissent pas. L'année 2020, donc avec la crise sanitaire, ça a nécessité une vraie agilité par rapport à tous les dossiers. Au niveau des déchets, on a eu donc sur notre territoire, mais je ne doute pas, et ça rejoint un peu la question précédente, qu'il y a eu les mêmes phénomènes sur d'autres territoires, une problématique de gestion des déchetteries et notamment aussi des déchets des professionnels, en particulier artisans, donc, et des déchets assimilés donc ménagers. Donc nous, de manière évidente, sur notre territoire, il faut qu'on mène cette réflexion. Donc, je ne sais pas si la région a la capacité de nous aider dans cette réflexion, mais c'est une réflexion qu'il est bien évident qu'il faut mener à une autre échelle que la nôtre, c'est-à-dire nous, pour la particularité du Grand Pic Saint-Loup, avec la métropole de Montpellier. Donc, est-ce que la région a eu idée ou a en prospective de pouvoir accompagner des plusieurs territoires donc, dans ce type de dialogue avec le monde des professionnels? Alors on l'a déjà fait et enfin on a commencé déjà à le faire et c'est effectivement ça fait partie de notre rôle d'intervenir un peu en tiers de confiance, en médiateur, même si le terme est un peu guerrier, mais c'est vrai que c'est des sujets qui sont complexes et un peu tendus, donc on peut donc sans être évidemment donc on n'intervient pas à la place des collectivités, mais on peut organiser des collaborations et des coopérations. Ça fait partie des choses qui sont encouragées dans le PRPGD, sachant que, encore une fois, je le répète, mais bien évidemment, il faut prendre en compte l'ensemble des dimensions du problème, c'est-à-dire à la fois cette question de la gestion des déchets et aussi la question de leur prévention et de toutes les actions qui peuvent être menées en amont. Et celles-là aussi peuvent être mutualisées, celles-là aussi peuvent faire l'objet de coopérations intéressantes pour prévenir et réduire les déchets. Donc on peut tout à fait... Donc, parmi les besoins qui sont les vôtres, que vous pourrez signaler en détail à l'occasion du questionnaire, n'hésitez pas à faire remonter aussi ces attentes-là. L'idée de ce réseau, donc ce qui s'affiche encore comme visuel, je l'ai laissé, c'est notre répartition territoriale. Ça ne veut pas dire que c'est ça veut pas dire que c'est des territoires, comment dire, que c'est les territoires imposés de coopération en dessous du plan. Ça, c'est notre répartition territoriale. Les coopérations, elles doivent être déclinées au niveau le plus pertinent en fonction de la réalité des territoires. Donc, on s'adapte à la maille. L'idée, c'est de décliner localement ce réseau.
Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres interventions ou réactions. Du coup, Agnès Langine devait nous quitter à 11 h, donc elle a transmis dans le chat ses remerciements et salutations. Alors, pour l'instant, je ne vois pas de main levée ou de questions dans le chat. Je crois que nous avons répondu aux différentes questions. Donc, de toute façon, si vous pourrez prendre le temps de réfléchir et digérer toutes ces informations, et vous pourrez nous faire parvenir vos souhaits et préoccupations à l'occasion du questionnaire que nous vous ferons suivre. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont participants au niveau technique et dont les élus ne pouvaient être présents, je vous rappelle que la réunion a été enregistrée, donc vous pouvez la retransmettre pour être visionnée a posteriori. N'hésitez pas à faire suivre le diaporama également, les informations, et n'hésitez pas à les partager éventuellement avec d'autres territoires voisins ou proches avec qui vous êtes amené à échanger. Donc vous étiez près de 90 participants au plus fort de cette connexion, enfin de ce webinaire. Donc, on avait recensé un peu plus de la moitié des EPCI du territoire représentés et connectés, puisqu'il y en a 165 de mémoire. Donc, ce qui est plutôt pas mal pour une période très chargée de fin d'année. Donc, je vous remercie de votre mobilisation et de votre participation dans ce délai et de votre intérêt. Donc, on est à votre écoute et prêt pour des échanges avec vous sur vos actions. Merci à tous, très bonne journée et très bonne fête.